Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des interviews Skeltou. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Anaïs Preto de Live Mentor. Salut Anaïs. Hello! Bon, écoute, on a un démarrage un peu poussif pour cet épisode avec différents problèmes de connexion. J'espère que Exact. Pour quelqu'un de la formation en ligne, c'est quand même un petit peu la honte, mais je c'est la classique. eh ben, écoute, on va voir, on va espérer que on ait conjuré le sort. Je te laisse te présenter, te poser la première question. Ouais, carrément. Donc, enchantée. Donc je suis, Anaïs Preto. Je suis, cofondatrice et co-CEO d'une, société qui s'appelle Live Mentor. Live Mentor, qu'est-ce que l'on fait? Alors c'est dans notre nom, on fait, évidemment du mentorat, mais pour le dire un petit peu plus, précisément, donc on est leader aujourd'hui en France et on opère en francophonie également sur, la formation pour les créateurs et créatrices d'entreprise. Pour vous donner une métrique, star que l'on regarde au quotidien, on regarde le pourcentage de nos apprenants qui lancent effectivement une société à l'issue de la formation. Donc c'est vraiment notre objectif, permettre à toute personne qui le souhaite d'avoir les compétences pour, effectivement se lancer. Vous verrez aussi, au fil de l'épisode, je pense, et vous l'avez vu déjà, que on a une culture de l'impact extra-financier qui est assez fort. D'ailleurs, j'utilise direct une métrique extra-financière pour décrire ce que l'on fait, mais je pense que c'est peut-être un sujet important et intéressant à creuser par la suite, puisque nous avons la spécificité d'être dans un domaine où il est très facile de faire n'importe quoi, la formation aux entrepreneurs. Et moi, j'ai eu à cœur assez tôt d'essayer de mettre en place des mécanismes qui pouvaient aider à ne pas devenir le Orpea de la formation professionnelle, par exemple, ou de se satisfaire peut-être de métriques financières comme juste la croissance, et en fait, in fine, d'avoir conduit des milliers de personnes à monter une entreprise, à ne pas monter une entreprise d'abord, ou à monter des entreprises non pérennes, etc. Donc, depuis le départ, on a cette culture-là. Au fil du temps, on est devenu entreprise à mission aussi, mais depuis le début, on a cette culture d'essayer de ne pas faire n'importe quoi et de mettre en place des mécanismes pour aller dans le bon sens. Donc, on pourra avoir éventuellement l'occasion d'en reparler. Et pour en dire plus peut-être sur moi, donc je suis associée avec Alexandre Dana depuis 2017. Alexandre, qui est le fondateur historique de la structure, parce que c'est une boîte qui a vraiment eu pas mal de rebondissements dans son histoire, qui, si vous allez regarder sur société.com, existe depuis 2012, mais sans faire ce que l'on fait aujourd'hui depuis 2012. On aura l'occasion d'en reparler aussi si tu le souhaites. Et j'ai 35 ans et demi. Je me suis mariée cette année et j'ai la chance de vivre entre Marseille et Paris, et je fais beaucoup d'équitation et j'aime beaucoup les chevaux de façon générale, et j'attends non pas un enfant mais un chien. Voilà, pour en dire plus sur ma vie personnelle, et on aura l'occasion aussi peut-être de reparler d'équilibre vie pro, perso et compagnie par la suite, j'imagine. Tu avais fait du stand-up aussi, si ma mémoire est bonne? Ah oui, exact. Oui, j'ai effectivement fait du stand-up. Alors depuis 1 an, et depuis notamment, que l'on m'aime suffisamment dans ma vie, je j'ai arrêté de faire des activités complètement névrotiques comme le stand-up. Mais non, blague à part, j'ai effectivement fait du stand-up pendant 1 an de façon, semi-pro, voire pro, au sens où j'étais payée pour faire ça. Et ce qui, en vrai, est déjà un step quand on ne fait pas de stand-up à la base et qu'on n'a jamais fait de théâtre. Mais j'ai fait ça pendant 1 an, de façon assez régulière, en jouant plusieurs fois par semaine, toutes les semaines. Mais j'ai arrêté il y a 1 an, puisqu'il fallait, faire des choix, et j'étais un petit peu arrivée au bout de cette expérience, au sens où, j'avais acquis ce que je voulais, enfin découvrir, heu, notamment, l'aisance à l'oral, notamment le fait de comprendre les mécaniques des blagues, de comprendre comment est-ce qu'on s'ancre sur scène, comment est-ce qu'on occupe l'espace, qui était quelque chose qui était pas du tout évident pour moi à la base. Et là, je peux vous dire que si un jour vous avez des problèmes de prise de parole en public, ou si vous avez peur de parler devant un board ou autre, faites du stand-up, vraiment. Ensuite, vous n'aurez plus peur de rien, et vous vous rendez compte que une fois qu'on a bidé devant 300 personnes avec personne qui rigole à vos blagues, vraiment, le problème de formule sur Excel du PNL en board, vraiment, c'est rien du tout. Et donc j'avais vraiment, voilà, dédramatisé la scène, et ça m'avait beaucoup amusé, mais je commençais à arriver à un stade où il aurait fallu vraiment jouer tous les soirs après pour vraiment se professionnaliser. Et le but, c'était pas non plus de devenir professionnel de ça. Donc j'ai arrêté l'expérience au sommet de ma carrière, après avoir joué au Petit Olympia, ce qui était quand même pas mal. et, euh, et voilà. Donc j'ai refermé cette page-là.
et Ouais. je suis pas certaine que j'en referai un jour. Maintenant, je fais plutôt de toutes les blagues que je fais sont non rémunérées, ce qui, Bon, je sais pas écoute, si elles sont toujours on de aura qualité, mais on aura le droit peut-être à 1 ou 2 blagues pendant cet épisode. je Heu, sais pas. En général, tous les on gens qui disent ça sont les gens, tu sais, pas drôles du tout, donc j'espère que les les auditeurs, n'auront pas les oreilles écorchées. L'entrepreneuriat pour toi, ça prend quelle place dans ta vie? Dans le sens, en fait, que, bah, tu t'es lancé en tant qu'entrepreneur et aujourd'hui tu accompagnes d'autres entrepreneurs. Comment est venue cette vocation ou comment est venu ce projet à toi? Alors moi, c'est hyper intéressant parce que l'entrepreneuriat, enfin, c'est un vrai objet social, enfin, c'est un objet de discussion, c'est, je dirais presque un badge, en fait, que certaines personnes s'apposent. Et en fait, dans mon cas, heu, alors déjà, j'ai pas du tout grandi dans un milieu, d'entrepreneurs. Alors tout le monde dit ça, dans les podcasts, mais moi, c'est vrai au sens où je pense que je savais même pas ce que voulait dire le mot entrepreneur avant d'arriver, probablement en école de commerce, je pense. Au sens où, chez moi, enfin, un entrepreneur, c'était, tu sais, les gens qui vont faire des travaux dans les maisons. Donc, enfin, c'était pas du tout un mot qui était, chargé symboliquement pour moi. Et je pense d'ailleurs que dans la majorité des milieux sociaux et probablement, jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'était pas un mot particulièrement glamour, l'entrepreneuriat. Donc, et moi, j'ai pas grandi, avec cette figure de l'entrepreneur autour de moi, mais je viens d'une famille où, mon père est employé, ma mère travaille à l'hôpital, et j'ai globalement beaucoup de personnes travaillent plutôt qui sont plutôt fonctionnaires autour de moi, avec des métiers type infirmier et autres, enfin des métiers, hem, Service public, classiques, ouais. ouais, j'ai assez classiques, desquels on peut rêver, quand on est petit. Donc pas du tout de figure comme ça. Et même, dans mon parcours à l'école, je j'ai pas du tout cherché, particulièrement, contrairement à Alexandre, mon associé, à aller vers ça. Au contraire, je crois que même, enfin, je pense que je voyais même pas ça comme une option, en réalité. J'étais encore bien dans, le parcours classique de, suivre, de faire la prépa, ensuite de faire, enfin classique en tout cas enfin, c'est un des parcours classiques, c'est pas du tout, majoritaire pour tout le monde, mais en tout cas, l'élève un peu classique, de prépa, qui ensuite fait une école de commerce, qui ensuite va faire du conseil ou autre. Donc moi, j'étais vraiment là-dedans, d'autant que j'ai passé mon école de commerce, juste après la crise des subprimes. Donc j'avoue qu'à l'époque, l'ambiance était pas vrai, plutôt au risque adverse. On n'était pas du tout dans, le bull run qu'on a connu, sur les 10 dernières années. Et globalement, l'ambiance, c'était un peu genre: «Si tu as un job chez McKinsey, c'est très bien, et surtout prends-le, et va sûrement pas t'embêter à prendre des risques, ou à gâcher ton diplôme», parce que c'était même un peu ça. En fait, de fil en aiguille, Heu je me suis quand même rendu compte que ça me plaisait pas énormément, les expériences de grands groupes dans lesquels j'étais. Et en fait, un jour, Alex, qui allait devenir mon associé une dizaine d'années plus tard, m'a dit: «Mais tu sais, enfin, je pense qu'il faudrait que tu ailles voir du côté, des startups, parce que ça te conviendrait beaucoup mieux, et va pas, enfin, vendre de la joaillerie chez Dior, enfin, ça te conviendra pas, et cetera». Alors que moi, j'étais vraiment partie pour faire un truc, une carrière un peu prestigieuse, qui va bien, graduée de programme dans un grand groupe du CAC 40 et tout ça. Et en fait, je pense que c'est un peu grâce à Alex, du coup, que je me suis retrouvée là, au bon endroit, au sens où effectivement, j'ai bifurqué dès la sortie de l'école pour aller chez Rocket Internet, qui est un Ouais. grand, enfin, qui est, je sais pas comment on le définirait aujourd'hui, mais qui était un énorme startup studio allemand qui, en gros, dupliquait des modèles US, pour les lancer en Europe. Donc c'est eux qui ont fait, le Jumia notamment, de Zalando? ouais, Zalando, exactement. Moi, à l'époque, j'étais sur une venture qui s'appelait Glossybox, qui était en gros une réplique de Joli Moi, des boîtes de cosmétiques, et cetera. Ouais, Donc j'ai mis un pied dans l'entrepreneuriat via ce biais-là, mais plutôt par l'angle start-up très financé. ouais, Ensuite, j'ai passé, 4 ans chez One Fine Steak, une start-up qui a été revendue, d'accord. à Accor en 2017, qui était, je crois, la start-up B2C en 2013 qui avait levé le plus de fonds en Europe. Donc, là, on était vraiment sur, la start-up, enfin, le stéréotype de la start-up, avec, énormément d'argent, avec, je disais que je manageais des PNL, mais en vrai, je manageais surtout les L, parce qu'on faisait beaucoup, beaucoup, Mmh. beaucoup de pertes. Mais, du coup, je me suis retrouvée à gérer des pays, à gérer l'expansion en Europe, à ce moment-là. Donc, la dimension entrepreneuriale, mais je dirais avec les poches profondes, parce que c'est pas l'entrepreneuriat de la vraie vie. Et en fait, au fur et à mesure, donc de mon parcours, en passant de Rocket, puis chez, One Fine Stage, j'étais de plus en plus sur des jobs de terrain. Et en fait,
je dirais que, enfin, live, c'était presque la continuité naturelle dans le parcours, puisque c'était aller un cran plus loin en ayant cette fois son PNL à soi et pas juste la réplication d'un modèle dans un autre pays. Enfin, c'était relativement naturel. Donc ça c'est plus sur le parcours compétences. Et après, sur la partie cœur, donc moi, je viens pas du tout d'un milieu, comme je disais, ni particulièrement privilégié, ni particulièrement entrepreneurial. Et en fait, par hasard, en me retrouvant dans le monde des startups qui était en ébullition, et c'était le moment où on commençait à se rendre compte que le numérique allait changer énormément de choses, on pouvait avoir des carrières qui étaient avec des bifurcations totales si on maîtrisait certaines technologies, etc. Et en fait, je me rendais bien compte que la vague que moi j'étais en train de surfer de numérique digital, c'est horrible maintenant quand tu dis ça aujourd'hui, t'as l'impression que t'es un dinosaure, mais à l'époque en tout cas, c'était le monde où si tu savais faire fonctionner WordPress, tu pouvais avoir une vraie bifurcation dans ta vie, même indépendamment du diplôme que tu pouvais avoir avant, etc., si tu avais accès à l'information. Et en fait, je me rendais compte que ce numérique, ce digital, etc., c'était plein, ça apportait plein d'opportunités dans le milieu dans lequel moi j'étais à Paris, qui était un milieu assez privilégié, élitiste, etc. Mais que globalement, quand je rentrais chez moi en Franche-Comté, c'était pas, tout le monde n'avait pas accès de la même façon que moi. Et il y avait vraiment cette idée de se dire bon, j'ai passé ma vie à à bosser avec globalement, des gens qui ont globalement le même profil que moi, qui ont les codes, etc. Comment est-ce qu'on peut faire un modèle qui bénéficie au plus grand nombre et qui surtout permette d'avoir pour quelqu'un en Franche-Comté ou pour quelqu'un qui n'a pas forcément les diplômes de base, comment est-ce qu'on peut avoir un modèle qui permet d'avoir la même bifurcation que celle que moi j'avais eue en commençant à 25 ans au bon endroit dans la tech, etc. Donc, cette mission du cœur, le fait de donner à chacun sa chance via l'entrepreneuriat et en mettant dans tous les foyers l'accès aux bonnes compétences, l'accès aux bonnes personnes surtout, auxquelles moi j'avais eu accès en ayant les bons réseaux, en me retrouvant par mon parcours au bon endroit. C'était vraiment ça qui m'a amené vers Live in fine. Ouais. Et mais pour autant, pour répondre à ta question du tout début, pour autant, il se trouve que du coup, je suis devenue entrepreneur en servant cette mission-là, parce que c'est ce qui était pertinent, parce que d'ailleurs, j'ai rejoint Alex en tant que salarié à la base. Simplement, l'histoire a fait qu'un mois plus tard, il y a eu l'opportunité de son associé historique voulant sortir, de racheter les parts et de partir avec lui dans cette aventure-là. Mais moi, si tu veux, quand j'ai rejoint le projet de Live, à aucun moment, j'ai vu que mes compétences pouvaient coller parce que je savais faire du terrain. J'ai vu que la mission me portait, j'ai vu que ça me semblait utile. Et en fait, je dirais que la modalité de contrat, que ce soit associé ou salarié ou je ne sais quoi, c'était hyper secondaire. Et aujourd'hui, je pense que dans la suite de ma carrière, je me dis pas du tout ah, plus jamais je ne pourrais ne pas être ma propre boss. Alors, je pense que je serais assez exigeante sur certains éléments d'autonomie, mais pour moi, la mission euh, est plus importante et que je dirais, la modalité contractuelle. Et pour moi, l'entrepreneuriat, ça a plus été un moyen qu'une fin, in fine. Je comprends. Voilà. Et du coup, comment tu passes d'arriver salarié à un mois plus tard, possibilité de t'associer? Comment tu le vis? Comment on te le présente? Comment ça se joue, En en fait? fait, alors ce qu'il faut que je précise quand même, donc avec Alex, on s'est rencontrés à l'école. Ouais, On a fait la même école de commerce et je pense que c'est un petit miracle que j'ai rencontré Alex en école de dans cette école de commerce, puisqu'il a, je pense, passé en tout probablement une dizaine d'heures en tout en présentiel dans cette école pendant sa scolarité, puisqu'il n'était pas extrêmement assidu. Mais j'ai eu la chance de partager un cours de compta avec lui en première année, qu'il ne séchait pas encore, et donc ouais. de le rencontrer à ce moment-là. Et en fait, on est restés très amis et en fait, j'ai suivi le projet depuis le début, mais un peu comme le projet de ton pote à qui tu viens filer des coups de main, etc. Ouais. Et
tout étant un peu consanguin dans les histoires d'entrepreneuriat souvent, mon boss chez One Fine Stay, donc la startup dans laquelle je travaillais, pendant les 4 premières années de ma vie pro, mon boss était le premier investisseur de Live Mentor, donc c'est Alex qui nous avait mis en relation. Et il y a eu un moment où Live Mentor était même hébergé dans les bureaux de mon ancienne boîte, donc j'avais juste à pousser la porte le soir pour aller voir ce qui se tramait, etc. Donc je suis pas du tout arrivée comme on arrive en tant que salarié, enfin on arriverait en tant que salarié dans une boîte. Enfin, je connaissais tout le monde et en fait ça faisait des années qu'Alex voulait me recruter, mais que je passais pas le cap parce que je sentais qu'il fallait que j'apprenne encore d'autres choses avant, et aussi parce que j'avais bien envie d'être payée, ce qui Ouais. n'était pas possible à la base. Et donc quand j'ai pris les rênes du poste, je dirais que bon, le CDI était la modalité qu'il y avait pour m'embaucher, mais c'était pas, encore une fois, c'était pas le plus. Enfin, moi, j'y allais vraiment en me disant bon, enfin, je vais traiter la boîte comme si c'était ma boîte. Et en fait, le fait que bah, les étoiles s'alignent, je sais pas, parce que je pense qu'on aurait tous préféré que l'associé historique reste, mais il y a eu cette opportunité. Honnêtement, je me suis longtemps posé la question, des années plus tard, de me dire: «Est-ce que tu n'aurais pas dû acheter plutôt je sais pas, des CPI plutôt que plutôt que de mettre de l'argent dans cette boîte?» Parce que, c'était littéralement toutes mes économies, et franchement, il fallait quand même avoir de la vision. Mais en fait, je me suis dit: «Bon, enfin, indépendamment de la dimension financière, en fait, c'est sûr que je vais apprendre, beaucoup, et en fait, c'est des opportunités de s'associer avec des personnes qu'on estime, qu'on connaît depuis longtemps, sur un projet qui est utile. Mais en vérité, ça court pas les rues. Ouais. Et à un moment, il faut prendre son risque, et je l'ai fait. Mais c'est vrai que, enfin, j'ai donné l'argent et j'ai assez vite oublié, enfin, pour moi, en fait, ça n'a pas changé grand-chose en réalité, puisque même en tant que salarié, j'étais déjà au board, et de toute façon, ça a duré un Ouais. mois, donc bon, ça n'a pas fait un gros changement. C'est quoi d'ailleurs les grandes étapes de développement de Live Mentor entre, le moment où tu arrives et aujourd'hui? Alors au moment où j'arrive, alors il nous reste à ce moment-là il nous reste 1 million, je crois, sur le compte. Ouais. Un reste d'une ancienne levée de fonds que Alex avait réalisé avec ses associés avant, sur le modèle de notre le modèle historique, donc de cours particuliers, pour des publics scolaires, donc qui était vraiment le modèle qu'ils ont opéré entre 2012 et 2017. Ouais. Donc on ne faisait pas du tout cette histoire actuelle d'école pour Ouais. entrepreneurs. Même si in fine on le faisait un petit peu, puisque la généalogie de Live Mentor, c'est que donc pendant les premières années, heu, ils permettent à des, parce que je n'étais pas là encore à ce moment-là, ils permettent à des profs particuliers dans toute la France de donner des cours par vidéobulle, parce que ça s'appelait comme ça à l'époque, Ouais. à des publics scolaires. Et sauf que la plateforme fonctionne plutôt bien, mais il y a des énormes problèmes d'acquisition, parce que je crois qu'en tout, en 6 ans, ils ont fait 50 000 € de chiffre d'affaires en tout, ce qui est pas énorme. Ce qui est même pas beaucoup du tout, même si, il faut quand même déjà le faire. Et en fait, la boîte a des énormes problèmes d'acquisition. Enfin, ils ont du mal à trouver des nouveaux élèves, et donc ils se disent: «Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, former les profs particuliers», qui sont en fait à l'époque la première génération d'auto-entrepreneurs, parce qu'on est en Ouais. 2000, on est en 2013-ish. Donc à l'époque, c'est le démarrage de tous ces statuts-là. Ouais. Et on va les aider à faire du marketing, à se présenter, à mieux s'indexer sur Le Bon Coin, enfin à faire des annonces pour la boulangerie, etc. Et en fait, Alex se rend compte que cette population-là, personne ne l'adresse vraiment, ce qui en fait sont la première génération d'indépendants, qu'ils ont besoin de se former aussi, et que en fait ils sont prêts à payer pour être bien formés sur le sujet. Et donc Alex un jour se dit: bah en fait, tu sais pas quoi, je vais le cours que je fais pour mes mentors, pourquoi pas l'ouvrir à d'autres personnes et faire un petit peu de Facebook Ads dessus. Et là, je crois qu'en un cours, ils font 50 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est donc plus que ce qu'ils avaient fait historiquement. Et là, ils se disent: OK, il y a quelque chose à faire, parce qu'il y a un besoin pour former des indépendants. Et c'est comme ça, en fait, que donc pendant un an, entre 2016 et 2017, les deux modèles ont cohabité. Les cours particuliers et le modèle d'école pour entrepreneurs. Et en fait, quand je suis arrivée en 2017, on a gardé que l'école pour entrepreneurs. Donc ça, c'est la première. Enfin,
quand j'arrive, je dirais, on est vraiment dans ce moment de rationalisation, de pivot aussi, parce qu'il faut assumer auprès des investisseurs que le modèle pour lequel dans lequel ils ont investi les cours particuliers, ben, c'est terminé. Donc ça, c'est toujours une bonne histoire aussi. Et en fait, à ce moment-là, il nous reste donc 1 million d'euros, mais je me rends compte aussi qu'au moment où j'arrive, il reste aussi à peine 4-5 mois de cash et que le monde mirifique que Alex m'avait vendu sur il faut ouvrir les US, l'Angleterre, etc. En fait, il y a peut-être un enjeu déjà de stabiliser le business en France puisque la trésorerie n'était pas très bien gérée, enfin les trucs un peu classiques. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'entre 2017 et 2019, on met de l'ordre dans la maison. En gros, on valide le fait que oui, il y a besoin d'une école pour entrepreneurs, mais en revanche, le modèle de distribution n'est pas du tout, le modèle en fait opérationnel n'est pas du tout assis. Donc là, c'est une phase dans les points positifs, il y a de l'attraction. Dans les points négatifs, on est vraiment dans le cas classique de pas de data. Dès qu'en fait, dès qu'il y a de la croissance, les opérations dévissent. On a des taux de refund qui sont trop hauts. Et donc, on est vraiment dans la crise de croissance classique. On a des problèmes de gestion de trésorerie. Donc, concrètement, on se retrouve avec des salaires qu'on n'aurait pas été en mesure de pouvoir honorer Mmh. si on n'avait pas changé. Donc, concrètement, les 2-3 premières années, on rationalise, on passe de 30 personnes à une dizaine de personnes. Et on essaye d'asseoir un modèle propre parce qu'on avait certes validé l'attraction, mais pas du tout la capacité à être pérenne en ce sens-là. Donc, on relève sur cette base en 2019 3 millions. D'accord. D'ailleurs, dans un contexte extrêmement compliqué parce qu'on fait toutes les erreurs du débutant, c'est-à-dire que on lève au moment où on a vraiment besoin de beaucoup d'argent, ce qui n'est pas une bonne chose. On lève aussi, ça c'était pas de notre faute, mais on aurait certainement pu le mieux l'anticiper, mais on lève aussi par hasard à un moment où en pleine réforme de la formation, ce qui fait que pendant 1 an, on ne peut pas bénéficier de financement public le temps que la réforme se mette en place, donc ce qui n'est pas excellent en termes de chiffre d'affaires. Et on lève aussi dans un contexte où les erreurs en fait de gestion précédentes commencent à peser, et ce qui fait que tout ça mis en place fait qu'on n'a pas un pouvoir forcément énorme de négociation face au fonds parce que tout simplement la boîte n'est pas dans un état exceptionnel, tout Ouais. simplement. Et également dans un moment où le marché est hyper compliqué, et c'est une situation hyper frustrante parce que on sait en fait que si on arrive à tenir 6 mois de plus, toutes les étoiles vont s'aligner parce que le CPF allait arriver, parce que nos structures de coûts étaient beaucoup plus saines, parce que il fallait juste un petit peu de BFR. Mais ça, encore faut-il que les fonds l'entendent. Et dans un contexte où, encore une fois, la EdTech, c'était vraiment pas le dossier qui passait de la pile, quoi. Vraiment, vous aviez un dossier À EdTech, 6 les mois mecs près, étaient. c'est sûr. Comment? À 6 mois près, Ouais, c'était c'est pas le ça. Non, à 1 an près, ouais, surtout, c'était fou. Mais vraiment, on avait un dossier tech, je me rappelle, les gens, ils n'avaient rien à foutre, et à juste titre, parce que franchement, il y avait pas grand-chose à regarder, mais on a eu de la chance à ce moment-là, d'avoir, 3 fonds qui croient en nous, et Isaïe notamment qui suivait depuis le début, qui a continué à nous suivre malgré le pivot, malgré tout ce qu'on leur a fait, les pauvres, qui a continué à nous suivre, et du capital qui est rentré et Impact qui est rentré, à ce moment-là. Mais néanmoins, ça a été quand même une période assez houleuse où, pour des raisons d'actionnariat historique, un peu les classiques dont les gens ne parlent jamais, mais à cause de problèmes, oui, d'actionnariat historique, de personnes avec des intérêts un peu divergents qui voulaient vendre, pas vendre, etc. La levée de fonds a été un peu retardée. Et on s'est retrouvé à devoir contacter le médiateur du tribunal du commerce dans une situation où concrètement, le jour de la signature des papiers de la levée, on n'était pas sûr que tout le monde allait signer. Et moi, j'avais mis un créneau dans l'agenda de tout le monde l'après-midi avec marqué réunion d'information générale. Et clairement, je ne savais pas si j'allais dire aux salariés que on fermait ou que on avait levé des fonds. Donc c'était vraiment un moment très bizarre émotionnellement parlant, parce que je pense que tu as connu ça aussi. Et je pense que c'est un peu la classique de l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a des moments où il y a des bifurcations dans la trajectoire, et s'il y a 50% de chances que soit vous puissiez souffler pendant 3 ans avec 3 millions qui arrivent sur le compte et votre vie change parce que
vous allez vraiment pouvoir donner vie à vos projets, soit la boîte n'existe plus. Et c'est des moments hyper binaires, souvent suspendus à des problématiques d'ego, où tous vos potes au café vous disent mais non, mais c'est pas possible, évidemment que les gens vont signer. Ben non, évidemment les gens ne signent pas toujours. Et ça c'est voilà, des moments un peu vertigineux où vous dites c'est quand même trop bizarre que à la signature de quelques personnes qui doivent gagner de l'argent, en plus c'est beaucoup et en général c'est pas des gens qui en ont besoin d'énormément, votre soit vous avez un article disant youhou, tous vos camarades de promo disent c'est génial, même si clairement faut pas le faire pour ça, mais ou en fait vous disparaissez. Et donc ça c'est vraiment la première bifurcation. Donc on a eu de la chance, les gens sont venus signer, donc on a pu faire la levée. Mais depuis ça m'a quand même bien, j'ai quand même bien retenu de cette histoire que le pire arrivait toujours et que il faut toujours faire attention, il faut avoir de bons avocats et toujours vraiment ne pas négliger la dimension, projeter les scénarios de que peut-il se passer. Est-ce que vraiment des gens peuvent euh, sont vraiment en capacité de bloquer une levée de fonds ou de porter préjudice à la boîte s'ils le souhaitent, parce que vraiment des choses très bizarres peuvent se passer et pas du tout compréhensibles par vos potes lors des verres le soir. Et après, donc grâce à cette levée, on a pu vraiment, tout ce qu'on avait dit dans le business plan s'est passé. Donc on a pu croître pas mal, dépasser pour atteindre jusqu'à l'année dernière un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, recruter une centaine de salariés, travailler avec 200 mentors sur tout le territoire français, et mettre en place dès 2022, donc un an après pardon, oui, j'ai fait un petit fast forward. Entre-temps, il s'est passé le Covid, qui a Ouais. quand même sacrément accéléré l'adoption de la formation en ligne. Donc là-dessus, je dirais que depuis, on nous dit plus mais la formation en ligne, ça marche, les gens sont au courant maintenant. Le CPF nous a tout de même un petit peu aidé parce que le compte personnel de formation était vraiment une mesure qui avait pour objectif de permettre aux personnes qui avaient un projet de formation individualisé, donc de pouvoir le financer sans avoir à passer par le DRH. Donc nous, on était quand même sacrément dans cette philosophie-là, puisque c'est quand même assez rare que des gens, à moins d'être dans un plan social, demandent l'autorisation de leur DRH pour se former pour une boîte qui n'est pas celle dans laquelle ils travaillent. Donc ça nous a quand même pas mal aidé. Et après, dès 2022, post-Covid, on a mis en place donc les fameux rapports d'impact dont je parlais avant, Mmh. où on a maintenant chaque année un cabinet externe qui se penche sur une batterie d'un peu plus d'une centaine d'indicateurs pour mesurer l'efficacité de notre pédagogie. Est-ce que les personnes lancent effectivement les projets? Est-ce que les projets sont pérennes? Est-ce qu'elles utilisent les compétences au quotidien, etc. On est devenu entreprise à mission en 2023. Qu'est-ce qui Donc vous a on a poussé justement à devenir entreprise à mission? En fait, alors pour être tout à fait honnête avec toi, ça n'a pas changé grand-chose, pour nous, au sens où on faisait avant déjà, les études d'impact, mais en fait, on était un petit peu frustrés parce que le fait de pas l'avoir officialisé dans nos statuts, il y avait un certain nombre d'endroits où ça nous pénalisait. Notamment, il y a certains marchés publics, par exemple, dans lesquels tu peux pas, répondre sans être entreprise à mission. Je pense que c'est aussi un bon signal envoyé à toutes nos parties prenantes, à la fois à nos employés. Enfin, c'est assez rassurant pour eux le fait de savoir que la mission est inscrite dans les statuts. Et je pense que c'est un bon signal aussi envoyé à nos apprenants. Et c'est quand même une bonne rigueur le fait d'avoir le comité. Enfin, si tu construis bien ton comité de mission, dans la mesure où tu fais en général intervenir pour plus de la moitié des externes, si tu as des bonnes personnes autour de la table, c'est assez cool d'avoir un regard externe qui challenge ta feuille de route, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui vous Après, challenge le plus d'ailleurs aujourd'hui? C'est votre comité de mission ou votre board? les deux, mais pour d'autres, avec différents axes. Pour le coup, le comité de mission est vraiment top au sens où on a beaucoup de diversité. On a la directrice générale adjointe de l'ADI, Alice Rosado. On a une experte des sujets RSE, Charlotte Regnault. On a un économiste de l'Université d'Aix-Marseille. On a l'ancien directeur du marché des pros du Crédit Agricole. Donc on a vraiment un mix de personnes hyper variées. Et là, je dirais que tu as souvent plus d'idées un peu out of the box sur notre métier dans le comité de mission, parce que en fait, tu as juste plus de diversité tout simplement. Parce qu'à notre board, on a que des investisseurs pour le moment. Mais pour être tout à fait honnête, moi, je suis pas du tout dans le
le narratif de le board sert à rien, on a la chance d'avoir, pour le coup, enfin, une relation, vraiment privilégiée avec, notre board, notamment, le dernier entrant en Ring, mais aussi les historiques en réalité. Mais moi, je sais, enfin, je pense Pierre-Alexis de Ring est une des personnes à qui j'envoie le plus de messages sur WhatsApp. Je sais, il y a pas une semaine sans que je lui partage, enfin, mais pas juste des chiffres, aussi des idées, que je lui pose des questions, que je lui demande un coup de main. Enfin, on a vraiment une, enfin, ils font vraiment partie de la boîte. Ce qui, j'ai l'impression, n'est pas le cas de toutes tous les entrepreneurs avec qui je discute. C'est aussi certainement facilité par le fait on a des chiffres qui sont quand même plutôt corrects en général, mais en tout cas, on n'a pas du tout une approche un peu formelle de la relation board d'entreprise. Moi, j'écris vraiment, enfin, à Pierre-Alexis Schering comme si c'était un membre, enfin, à part entière de Live, quoi. Je comprends. Et Mais juste, par contre, pour répondre quand même pour nuancer un peu la partie entreprise à mission, hem, clairement, aujourd'hui, je mentirais si je te disais que l'entreprise à mission, ça te mettait vraiment dans un cadre où tu étais sûr de faire les choses bien. Nous, comme je te disais, c'est on de f avant, on s'est auto-imposé ces triggers-là, et clairement, je pense que c'est très facile d'être entreprise à mission en faisant n'importe quoi. Enfin, c'est en gros, tu pourrais le faire simplement en mode affichage, au sens où rien ne te contraint vraiment aujourd'hui dans la loi à, enfin, même les audits, c'est au tout début des audits sur les entreprises à mission, tu vois bien que bon, enfin, je pense que tu pourrais assez facilement pipoter, pour être, tout à fait franche. Maintenant, il commence à y avoir des modèles un peu alternatifs. On s'est intéressé notamment à la notion de steward ownership, où en gros tu essayes de réfléchir à comment tu peux, sur différents éléments enfin, clés de ton entreprise, au niveau de ta gouvernance, au niveau de, bah, ta mission, par exemple, pour reprendre l'entreprise à mission, comment est-ce que tu peux la protéger? Et typiquement, tu pourrais très bien donné une golden share, c'est-à-dire une sorte de droit de veto à tes salariés. Par exemple, si quelqu'un veut la changer un jour, tu pourrais donner à une partie prenante externe, je sais pas, à l'ADI ou à je ne sais qui, une association ou autre. Nous, on l'a pas fait encore, entre autres parce que faut pas se mentir, on a quand même aujourd'hui, enfin, plusieurs fonds au capital, et clairement, c'est eux, quand même, ils sont autant propriétaires de Live que nous, et donc on peut pas non plus mettre des contraintes complètement, complètement saugrenues ou complètement disproportionnées, sachant qu'on n'est plus le seul à bord. Mais aujourd'hui, en tout cas, pour un entrepreneur qui voudrait vraiment protéger sa mission, je dirais que l'entreprise à mission, c'est un bon chemin, mais c'est pas du tout suffisant, et qu'il y a des mécanismes plus innovants si vraiment la personne veut ancrer sa mission dans la durée, et pas juste faire une communication sur LinkedIn, quoi. c'est ce que je veux dire est volontairement provocateur, mais c'est plus facile d'être société à mission, quand, le business est là que, quand on cherche le business aussi. Ah oui, bah, oui, oui, bah, complètement. Et puis, honnêtement, quand tu regardes, les soci des enfin, tu regardes le nombre de boîtes, sociétés à mission, avec, des affaires un peu sulfureuses, aux fesses, sans les nommer bien sûr, mais je pense c'est pour ça qu'il faut être quand même assez humble. Et bon, enfin, ça peut être un instrument d'affichage. Après, je pense que si la démarche est sincère, c'est un bon démarrage. Mais après effectivement, c'est sûr que, hem ça peut très bien, enfin, je pense qu'il y a 2 éléments par rapport à ce que tu dis. Enfin, c'est pas ce que je dis, c'est pas suffisant au sens où, c'est pas un graal, et sur le terrain, on voit que c'est quand même des dispositifs qui sont au début, donc parfois un peu balbutiants, et clairement, ça peut être utilisé comme, pour certains, et c'est le cas par certaines boîtes, comme de l'affichage. Mmh. Et 2, après, sur ce que tu dis, c'est un peu un truc de boîte qui va bien. Après, moi, je pense que aujourd'hui, ça peut être c'est un avantage, comparatif aussi, pour aller mieux, au sens où ça peut être un préalable à aller mieux, ou à aller bien, au sens où c'est sûr que, enfin, moi, je suis convaincue dans le cas de Live que le fait, de mettre l'impact au centre, heu, est un avantage commercial pour nous, au sens où il y a pas un jour où, j'entends pas nos commerciaux envoyer le rapport d'impact, à nos futurs apprenants. Et je pense que enfin, commercialement, si la démarche est sincère, et si c'est bien fait, et si c'est solide, je pense que c'est un argument. Après, c'est clair, que je suis aussi pragmatique, et qu'il m'arrive d'avoir
notamment parfois dans les fonds, des personnes, préposées à l'impact et cetera qui nous proposent, je sais pas, je me rappelle, récemment, on nous a dit: «Oui, mettre la nature au board» et cetera et je suis quand même aussi assez réaliste du fait que sur le fait que, nos fonds sont très contents quand on fait ça, mais qu'on fait aussi X d'EBITDA Ouais, et que, j'ai quand même le sentiment que, lorsque, on bascule dans le rouge, il y a certaines décisions où l'impact redevient un peu, en annexe des slides. mmh, Ça, c'est vrai aussi, mais ça, c'est aussi, enfin, ça, c'est aussi à nous en tant qu'entrepreneurs de remarquer, hein, quand ça se passe, donc et ne pas hésiter à pointer les incohérences en disant: «Tiens, c'est marrant parce que ça a l'air de vachement moins vous intéresser maintenant que, on fait moins des bons chiffres et or, il y a marqué impact sur votre site, qu'est-ce que ça veut dire?» et enfin, exiger d'être un peu sérieux, lorsqu'on nous demande de faire des mesures de purement affichage et aussi être aussi réaliste sur le fait que, des boîtes qui font 40 d'EBITDA, bah, ça peut difficilement être à impact, et qu'il faut aussi revenir dans une économie probablement un peu plus raisonnable et où tout le monde est sérieux lorsqu'il parle à la fois d'impact et de performance économique et bien sûr que c'est possible de faire les 2, mais à un certain degré et il y a des moments il faut aussi se rendre compte que le dirigeant est aussi, au centre d'énormément d'injonctions contradictoires et que, c'est souvent pas ceux qui préconisent que ceux qui font également. j'ai 2 choses qui me viennent en tête à t'écouter. La première, c'est comment toi, en tant qu'entrepreneur, tu gères les justement ces injonctions contradictoires? Et comment, avec Alexandre, vous avez mis en place des routines pour, peut-être justement, les nettoyer parce que vous n'avez pas forcément les mêmes ou vous ressentez pas forcément la même chose? Ouais, Autre chose qui tu nous as dit que vous aviez eu une phase où vous étiez passé de 30 à 10 personnes, ouais, ça peut être facile, puis après de 10 à 100. Quels sont oui. les profils qu'on a gardés vous avez gardés et quels sont les profils derrière qui ont permis de justement structurer cette nouvelle croissance et de façon saine? Donc ça fait beaucoup de questions, mais ouais. Ouais, alors, sachant que sur la phase à 100, il y a eu pas mal d'oscillations, enfin là d'ailleurs on est plutôt autour de 80, et on est plutôt en train enfin de ratio je pense qu'on a gagné presque doublé en chiffre d'affaires avec le même nombre de personnes pour te dire, à quel point, il y avait des optimisations à faire, au fur et à mesure. Alors attends, la première question était sur, Donc votre hygiène en fait, ouais, par les rapport sur les comment on gère les injonctions contradictoires? Hem, je pense que, premièrement, la meilleure façon de déjà, il faut se rendre compte que les injonctions sont contradictoires et une fois qu'on s'en est rendu compte, on vit quand même beaucoup mieux avec, au sens où, je pense que ce qui est très compliqué et c'est là où c'est important, je pense, d'avoir un entourage autour de soi, notamment, enfin de dirigeants, mais pas que, enfin de juste de parler avec enfin suffisamment de personnes qui vivent dans la vraie vie pour, relativiser justement enfin tout ce qu'on nous raconte, et arriver à se dire: «Bon OK, enfin c'est très sympa, effectivement cette personne me demande ça, mais en fait, concrètement qu'est-ce qu'elle a fait elle cette semaine et concrètement, quand est-ce que enfin, quel exemple concret j'ai, de la mise en place, des conseils de ladite personne?» toujours remettre les choses dans un contexte et aussi, être capable de prendre de la hauteur sur, mmh, les injonctions en parfois juste, je le dis de façon assez claire, mais parfois aussi en se disant genre: «Bon, en fait, je vais déjà faire de mon mieux et c'est pas mal». Parce que, lorsque je discute avec, toutes les personnes autour de moi, je me rends compte que bon, enfin, heu, j'essaye de faire au mieux et je ne suis pas un magicien et en fait, en réalité, il y a des choses qu'on me demande qui sont juste absurdes et il faut refuser de faire des trucs absurdes et juste, accepter de s'en foutre et de suivre un peu sa ligne directrice, d'une part. Je pense que ce qui est compliqué, c'est quand on est un peu isolé et qu'on a l'impression de mal faire et on se laisse un peu, tourbillonner sans prendre de la hauteur et sans, et peut-être, en perdant aussi confiance en soi parfois, ce qui est mauvais donc et là je pense que l'entourage est vraiment essentiel et la ca pour garder cette capacité justement à prendre de la hauteur et être soutenu. Hem ensuite avec Alex donc nous on n'a jamais, été, trop dans les organisa en fait on n'a jamais fait d'organigramme et d'ailleurs la question la plus difficile, à laquelle on doit tout le temps répondre en levée de fonds, c'est comment vous répartissez les rôles? Parce qu'en fait pour nous c'est tellement organique, et tellement,
je dirais un petit peu fluide comme un écosystème que, du coup, on n'a jamais eu à faire, toi tu vas faire la finance, toi tu vas faire mais bon, même s'il y a quand même des il y a quand même des, heu, des des récurrences au sens où Alex va historiquement plutôt être, sur la partie, vraiment B2C, et représentation externe auprès de nos apprenants, sur la partie plus pédagogie, la partie vraiment produit. Quand moi, je vais être plutôt sur la partie, opération, finance, aussi relations externes avec, plutôt les profils institutionnels. Mais il n'empêche que mais au-delà du sujet de l'organisation, Heu, on a eu la chance, je pense, de ne jamais avoir de divergence sur la big picture de où on voulait emmener la boîte, au sens où la mission depuis le début, c'est la même. Vraiment, permettre au maximum de personnes d'avoir les compétences et les ressources, dont ils ont besoin pour mener à bien leur projet. Ça, on a jamais, jamais dévié, donc ça, c'est vraiment la on parlait d'entreprise à mission juste avant. Je pense le fait de formaliser la mission comme ça, surtout quand on en a une aussi claire, c'est quand même un bon outil d'alignement au sens où ça, on l'a jamais nous remis en question. Je pense parce que c'est quelque chose qui nous anime fort depuis le début et même si, au début c'était que de la formation, là on a racheté une maison d'édition, l'année dernière avec des carnets de méthodos, mais on reste quand même dans la même mission. Mais après je pense que c'est important, malgré le fait d'avoir cette big picture, c'est très important de penser le temps, moyen terme, parce que ça, on s'en était rendu compte avec Alex au début de notre collaboration. En fait, nous, on est, toujours hyper d'accord sur le long terme, hem, toujours globalement à peu près d'accord sur le court terme, si ce n'est que la constante, c'est qu'en général, Alex veut faire les trucs 15 fois plus vite que moi et moi, j'essaye de modérer un petit peu, mais on est en général d'accord. Alors en revanche, personne, aucun des 2 ne pense le moyen terme, c'est-à-dire le 6 mois, 1 an, ça nous intéresse pas du tout parce que je pense que ça nous fait un peu chier. Donc ouais, on n'est pas du tout du genre à faire, tu sais les BP, les plans strat à 3-5 ans, à 3 à 6-12 mois, ça nous fait profondément chier Mmh. mais en fait, c'est quand même un problème parce qu'il y a plein de gens qui ont besoin d'avoir ça à 6-12 mois et donc ce qu'on fait, c'est alors historiquement, on se forçait une fois par mois, on avait un truc, il faut penser à un stop dans le calendrier, penser moyen terme avec une série de questions qu'on s'était faites sur quelles sont les menaces à horizon 6 mois, qu'est-ce qui pourrait se passer à horizon 12 mois, quels sont les projets qu'on ne fait pas aujourd'hui qu'on devrait faire. Bref, je sais plus exactement la liste, mais et ça, on l'a fait pendant les 3 premières années. Et maintenant, je dirais que c'est un peu devenu un automatisme, donc ça va. Et on a aussi plus de monde avec la structure ayant grandi, on a plus de personnes avec nous qui sont là pour penser plan. Et donc, il y a un peu moins besoin. Mais ce qu'on fait là maintenant, c'est que tous les 3 mois, on a avec notre DG Baptiste et notre CFO, on a 2 jours où on se réunit pour justement parler des sujets moyen terme, long terme, avec avec un agenda toujours assez simple, mais on a pareil une série de questions qui a changé au fil du temps, mais où on fait un bilan des 3 derniers mois, on parle des zones de doute, des zones de menace, ce qui nous a enthousiasmé, ce qu'on a commencé à faire que l'on faisait pas avant. Enfin bref, toute une liste de questions comme ça. Et ça permet du coup d'avoir des moments un peu aussi d'espace vide qui sont pas juste une réunion de chiffres ou Mmh. une réunion avec un agenda où c'est aussi le moment où on a le droit de dire, en fait moi, je crois les gars que je commence à en avoir un petit peu marre, de mon périmètre, donc est-ce qu'on pourrait changer la chose? C'est aussi le moment où on peut s'autoriser à dire des choses comme, moi je vous dis, à horizon 24 mois, je me vois bien être sortie en fait de l'aventure parce que, j'ai d'autres projets, parce que, je sens que je suis plus forcément la bonne personne. Alors après parfois, la conclusion c'est qu'en fait la personne était en baisse de confiance et qu'en fait, en réalité, ça continue. Mais c'est des moments qui sont faits pour ça. Des Et soupapes franchement comment? des soupapes en fait, Ouais, c'est ça. Et la parole est hyper libre et on sait vraiment qu'il y a pas de jugement au sens où c'est déjà arrivé, que des personnes disent: «Voilà, moi je pense que dans 6 mois, il est probable que je veuille sortir». Et nous, on lui a dit: «OK, bah, très bien, on prend rendez-vous dans 6 mois» et 6 mois plus tard, on repose la question, «OK» et puis finalement non, enfin, mais on a le droit de dire des choses comme ça. Et je pense que ça, c'est vraiment une bonne habitude à avoir. mmh. Hem, Rien de fou, mais je trouve que le fait d'avoir un format un peu, avec, tu vois, les questions à se poser, ça fonctionne assez bien. C'est pas moi qui vais dire le contraire avec le programme, que je lance en ce moment, et dont on Oui, a parlé tous les 2, voilà. exact. Heu
Mais oui, bah, franchement, moi, je suis, une grande fan des moments hors du bureau, où, c'est hyper cliché, mais en fait, à la fois avec les personnes avec qui on bosse, mais aussi, avec des entrepreneurs à côté. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup et franchement, je ne peux que inciter les gens à aller, à ton week-end ou à d'autres, peu importe, mais par rapport à ce qu'on disait sur le côté injonction contradictoire, en fait, déjà, une fois que tu te rends compte que tout le monde en a et que peut-être c'est pas toi le c'est pas toi le fou, c'est, Ouais, on est tous un peu dans le même bateau et mmh, juste d'avoir aussi les numéros sur WhatsApp de 2-3 personnes à qui tu peux, dire, «Ah, vous savez pas ce qui m'est arrivé» et où les personnes te disent, connaissent quoi, juste, la sensation de recevoir l'injonction à faire plus d'impact avec 40 d'EBITDA, tu vis mieux la chose après. Et hem et OK. après tu posais des questions sur la croissance, il me semble, Ouais, comment des vous la profils structurez? importants. Ouais. Nous là-dessus, je pense que, le enfin les on a eu plusieurs recrutements clés, mais je pense qu'on a eu quand même 2 recrutements vraiment clés. Le recrutement de Baptiste, notre, qui est devenu notre DG, mais qui à la base était notre, lead growth, qui Mmh. a, vraiment structuré l'acquisition marketing et notamment, lui, il avait un profil pas du tout créa, mais vraiment, très growth, très data et ce qui fait que nous, on n'a jamais eu le problème, tu sais, de certaines boîtes où tu sais, tu comprends pas trop ton CAC et genre tu comprends pas vraiment ton tunnel. Donc, dès le début, on a été très bien outillés sur ce point. Et je pense que je ne peux que recommander aux personnes dès le début, en fait, partir avec un peu des machines de guerre à la fois humaines et en termes d'outils. Moi, je sais que dès le début, j'étais un peu traumatisée des migrations Salesforce de mes expériences d'avant. Et je sais que dès le début, on a pris un CRM complètement disproportionné par rapport à nos enjeux du départ. Mais je voulais que dès le début, on soit nickel au niveau du tracking, au niveau de la data. Et à l'époque, on avait pris HubSpot, mais certainement que maintenant, il y en aurait d'autres qui seraient bien, même si HubSpot est quand même pas mal des années plus tard. On n'a toujours pas Continue d'être changé. bon, voilà. Hein? Je trouve qu'il continue d'être bien. Ouais, franchement, mais j'entends parler de nouveautés, il y a 2-3 noms que j'avais jamais entendus avant, un avec un yo dedans, donc j'ai oublié le nom, mais je vois un peu passer, mais quand même HubSpot, on valide. Et le fait d'avoir à la fois donc un bon outillage, un outillage mature en fait dès le départ et d'avoir mis dès le début un profil data câblé avec, également des compétences, plutôt de dev, même si aujourd'hui, pareil, le monde a changé parce que là, on parle de 2017 et probablement qu'un Claude aurait réussi à coder pour le compte d'un profil marketeux, mais aujourd'hui, mais en tout cas à l'époque, le fait d'avoir investi très tôt sur la technique et sur, un vrai profil, sharp, data driven, ça nous a vraiment aidés. Parce que, tout ce qui se pilote bien, s'optimise mieux, s'optimise tout court, sinon ça s'appelle, de l'incantation. Donc ça a été vraiment très important et après, on a eu, un premier développement sales, parce que nous on a un business qui est quand même assez sales driven, au sens où toutes les personnes qui achètent une formation chez nous parlent, à un conseiller pédagogique qui, est quelqu'un qui sait faire un diagnostic, du projet de l'apprenant et l'orienter vers la bonne formation. Donc on a Mmh. aujourd'hui une quarantaine de personnes à peu près qui font ce métier-là chez nous, donc c'est quand même pas rien. C'est rien, hein. Avec, ouais. Et je pense que l'enseignement, c'est que c'est pas forcément le même directrice commerciale qui va faire le 0 à 5 millions et le 5, ou le ouais, ou le 5 millions à plus, Mmh. au sens où, au début, on a eu, nous, plutôt un profil, très entrepreneurial qui, a construit de zéro le CRM, qui était, plutôt un profil jeune loup qui veut beaucoup apprendre, très 360, très, polyvalent. Mais au bout d'un moment, on a eu des enjeux plutôt de volume, d'excellence opérationnelle, aussi des enjeux de management parce que bon, quand tu as 40 humains ensemble, ça peut faire des trucs bizarres parfois, comme quand tu mets plein d'humains ensemble de façon générale. Et là, on a dû aller chercher de la seniorité et on est allé chercher quelqu'un, qui, venait vraiment du, commercial B2C, donc qui avait été chez Meilleur Agent avant, qui avait un CV, avec, gros track record et probablement, tu vois, pareil, tu aurais pu te dire surdimensionné par rapport à nos enjeux, mais en fait, on avait vraiment besoin, d'excellence opérationnelle et d'avoir,
voilà, quelqu'un qui est derrière chaque call pour qu'il soit parfait, scoré parfaitement, avec des enjeux de productivité, avec une normalisation aussi des process qui au début te semblent absurdes quand tu es jeune. Mais, mais en fait, nous, dès le début, dès les 5-6 millions de chiffre d'affaires, il y avait voilà, des enjeux en termes d'optimisation de productivité qui, enfin, en tout cas, des projets qui allaient dans le sens de, ouais, de l'industrialisation, en fait, hein, d'une certaine façon, de cette partie-là, qui, tu sais, pour beaucoup de start-upers est un truc hyper mal vu parce que, tu sais, au début, tu es très un peu hippie et tout ça, mais en fait, en réalité, pour avoir une qualité, une qualité, une exécution à l'instant T, mais surtout qui se répète justement à moyen terme, on en reparle du moyen terme. Nous, on a dû aller chercher cette compétence à l'extérieur, parce qu'on l'avait pas du tout avec Alex. Et nous, pour le coup, on est un peu des artistes par rapport à Belaïd, cette personne qui nous a rejoint. Mais il y a besoin des deux dans la boîte, et pour le coup, nous, il a fallu qu'on aille le chercher à l'extérieur. Mais ça a été un élément important, parce qu'au bout d'un moment, les recettes, comme je te disais, du 0 à 5, elles fonctionnent au début, et au bout d'un moment, tu commences à voir ton taux de conversion qui s'étiole, tu commences à avoir des problèmes de management, des problèmes d'engagement, des problèmes de méthode. Et on a pu, au fil du temps, retrouver les niveaux de conversion du début, mais surtout avec un niveau de chiffre d'affaires qui est 5, voire plus, beaucoup plus élevé, quoi. Comment, vous avez géré, alors on va passer dans un autre domaine, mais le fait que tu t'installes dans la région Aix-Marseille, Ah! heu, ça a créé des problèmes, ça a créé des opportunités? Comment vous l'avez organisé, en fait? Ah oui, alors en fait, le truc que j'ai pas précisé, c'est qu'aujourd'hui, on a 3 implantations, 2 implantations principales et une implantation historique à Vannes. Et on est Mmh, donc à Paris, à Aix-Marseille et à Vannes. Et en fait, on a décidé, suite au Covid, de découper la boîte en 2, tout simplement, enfin, en tout cas, de découper le bureau parisien en 2. Donc on a permis à des Parisiens de déménager à Aix-Marseille. On avait demandé aux salariés de voter pour voir où ils voulaient aller. Et mmh, donc moi, je me suis retrouvée à déménager à Aix-en-Provence à la base, endroit où je n'étais jamais allée, mais franchement, il y avait pas trop besoin de se sacrifier, parce que c'était quand même plutôt cool de déménager dans le sud. Et surtout que par rapport à mes enjeux de faire du cheval, c'était plutôt une bonne implantation. De toute façon, tout ce qui n'était pas Paris était une bonne implantation pour faire du cheval. Et en fait, donc voilà, on a déménagé avec 25 salariés à l'époque, et aujourd'hui, on a une quarantaine de salariés sur le bureau de Aix. Donc en fait, oui, je suis à Marseille, mais en réalité, je suis rattachée, enfin, on a un pôle entre Aix et Marseille, donc c'est pas comme si tout le monde était à Paris et que moi j'avais déménagé à Marseille, ce qui aurait été un peu autre chose. mmh, Et en réalité, ça pose absolument aucun problème. Je suis autant au bureau de Paris, je pense, que certains qui y travaillent, au sens où je suis en général 2 jours par semaine là-bas. mmh. La ligne Aix-Marseille, le TGV me connaît bien. Et en fait, pour le coup, alors le hasard a fait que, le fait de déménager pendant le covid nous a attiré énormément de presse, parce que les journalistes étaient hyper friands des histoires de gens qui changeaient de vie suite au covid. Et nous, on a eu donc plein de presse, envoyé spécial, on a eu, plein de JT et tout, donc ça nous a fait pas mal de pub à ce moment-là. Donc c'était un peu le joyeux hasard, on va dire. Maintenant, plus personne n'est intéressé par le fait qu'on est à Aix-Marseille, mais à l'époque, ça nous a pas mal aidé, pas mal aidé. Et même la région était plutôt pareil, assez. Enfin, ils nous ont repérés grâce à ces fameux reportages. Et moi, je veux dire, quand je suis arrivée sur place, c'était assez facile de s'intégrer dans les cercles d'entrepreneurs et autres. Quand j'avais pas forcément eu le même feedback d'autres personnes qui étaient allées dans d'autres villes. Donc là-dessus, nous, ça a été plutôt un avantage. Heu, Tu as parlé du cheval justement dans ton choix. Mmh. Heu, Aujourd'hui, le rapport à l'animal, mais aussi le comment je dirais? L'hygiène pro perso, comment tu l'as structuré pour, justement avoir des moments pour le libérer? Ouais, alors, le gros avantage de faire, enfin, d'être de l'équitation, mais au-delà de faire de l'équitation, d'être propriétaire d'animaux, c'est qu'il y a quand même pas trop la possibilité de ne pas y aller. Enfin, en tout cas, c'est pas comme le cours de yoga, au sens où à un moment il faut y aller parce que sinon ils ne sortent pas. Et Mmh, notamment lorsque j'étais à Paris, j'étais vraiment dans des, enfin, après je sais pas comment je faisais, rétrospectivement, mais j'étais vraiment la reine pour être dans des plans, un peu galères, comme, devoir absolument une fois par jour, mettre mon cheval au pré parce que personne ne pouvait le rentrer, ou aller en Picardie tous les jours, ce qui est quand même un changement de département, non, mmh, de région même, d'accord, ouais. pour monter à cheval sous la pluie à 5 heures du mat. Donc
il y a de base, c'est quand même un sport où à partir du moment où tu le fais, en tout cas, en étant propriétaire de l'animal et en plus avec des objectifs de compétition comme ce que je fais, où tu peux pas à un moment, c'est obligé tu es obligé d'y aller, ne serait-ce que parce que, bah, pour le bien-être animal d'une part et aussi parce qu'à l'époque je faisais du concours complet, donc du cross, c'est hyper dangereux et donc si tu montes pas à cheval, c'est dangereux et tu peux vraiment te tuer et ce serait quand même un peu con de te tuer parce que tu t'es pas entraîné. Donc depuis le depuis 2016, donc à l'époque j'étais chez One Fine Stay, mais dès que je suis arrivée en fait chez Live, il y avait pas de discussion sur le fait que je crois que c'est le seul truc que j'ai dit à Alex en travaillant et Alex se moque souvent un peu de moi parce qu'à l'époque il comprenait pas, mais c'est le seul truc que je lui ai dit, c'est je m'en fiche, enfin presque je m'en fiche du salaire dans une certaine mesure, mais par contre il faut que 2 soirs par semaine je puisse partir à 18h pour pouvoir monter et, Mmh. parce qu'à l'époque, il y avait pas le télétravail et tout ça. Ça n'existait pas. Donc, il y avait pas, la possibilité de éventuellement aller monter le matin et de travailler de chez soi en puant un peu. Il fallait, arriver au bureau en étant propre. Donc en fait, dès le début, ça a été dans ma routine. Pour être tout à fait honnête, à Paris, c'était quand même une, galère, enfin, à Paris, plus pré-télétravail, parce qu'on était dans le monde pré-Covid, on était quand même sur des petites missions à base de se lever à 5 heures du mat, à base de, à un moment pour pouvoir travailler, j'essayais d'y aller en transport en commun. Donc, il y a eu un moment où je prenais le Transilien pour m'arrêter à Coix-la-Forêt. Pour ceux qui connaissent, c'est dans la forêt de Chantilly. Et j'avais un vélo électrique où je faisais 30 minutes de vélo électrique par la suite, la nuit, pour aller monter à cheval. Donc c'était quand même une petite mission. Euh, à cette époque, je comprenais pas pourquoi j'étais fatiguée parfois. Je pense que maintenant, je sais. Mais c'était fou parce que je me rappelle à l'époque, je prenais du magnésium en me disant mais je comprends pas pourquoi je suis autant fatiguée. Et en fait, c'était juste parce que il fallait dormir davantage. Et pour le coup, le fait d'être à Marseille maintenant, en fait, j'ai gardé mon organisation de base, mais juste c'est beaucoup plus simple au sens où il y a moins de routes, les écuries sont aussi, bah, c'est quand même un petit peu une région qui est un petit peu moins chère Mmh. que Paris, donc je peux aussi m'acheter un petit peu plus de confort en payant les services de quelqu'un qui s'occupe des chevaux mieux que moi lorsque je peux pas y aller. Et du coup, en fait, ce qui à un moment était quand même à la frontière de tu sais, tu savais plus trop parfois ou si c'était du plaisir ou un peu une forme de sacrifice bizarre. Là maintenant, c'est que du plaisir quasi, et j'ai plus du tout de contraintes organisationnelles. Et je pense que la dimension, oui, bah, enfin, un niveau de vie un petit peu plus élevé et surtout réduction du temps de transport, ça c'est et et l'accès à la nature de façon générale dans cette région-là, c'est vrai, je sais, enfin, quand je discute avec des gens à Marseille qui font du triathlon, enfin, tous les gens qui font des sports dehors de façon générale, c'est, quand même un avantage qui fait que j'ai du mal à concevoir de retourner un jour à Paris, entre autres pour ça. Enfin, ce serait vraiment pour la dimension accès à la nature, ce serait quand même vraiment un vrai sacrifice. Mais bon, qui sait? On arrive vers la fin de l'interview. Avant de passer dans le quiz improbable, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose? Mmh. Franchement, non. Ah, ou tu m'as pas posé de question sur le fait que j'étais une femme et ça, c'est cool. Franchement, Ah je bah, te remercie. pour moi, Je c'est même pas une question, en fait, voilà. Non, mais je te remercie parce que, franchement, c'est vraiment la question sur laquelle j'ai tout le temps des erreurs 404 et tout, donc je suis contente. Parce que je n'aurais pas trop su quoi te raconter sur ce point. Enfin, en tout cas, j'ai pas grand-chose à raconter là-dessus et je pense que ça fait de moi quelqu'un de très chanceux, mais ma foi, ainsi est-ce. C'est un non-sujet pour moi. Dans les questions un peu improbables, est-ce que tu es plutôt thé ou café? Café, mais j'essaye de devenir une personne raisonnable et de n'en D'accord. boire plus que 2 par jour. Le Et c'est pour bizarrement, moi. j'ai beaucoup moins de problèmes de ventre depuis. Ce qui a beaucoup fait rire mon médecin qui était là genre, «Oui, bah, c'est juste la base en fait». J'étais là: «OK, toutes ces années à souffrir inutilement». Quel est ton mot préféré? Liberté. Quelle est la question que tu préfères poser en entretien d'embauche? Ah, j'aime bien demander aux gens de décrire lorsqu'il y a plusieurs rounds d'entretien, Mmh. j'aime bien leur demander de décrire la personne qu'ils ont vue avant. D'accord. Mmh. Franchement, c'est c'est assez, diablement efficace comme question.
Parce qu'il y a vraiment des gens qui se rappellent de rien, enfin, qui en ont vraiment rien à foutre, de la personne d'avant et à l'inverse, il y a des personnes qui ont une sensibilité, de fou, et heu et c'est, ouais, vraiment éclairant, je trouve. Alors tu as déjà un associé, mais si tu devais embaucher un super-héros pour être co-CEO avec toi, alors héros ou super-héros, qui choisirais-tu? Ah moi, j'ai aucune culture, comics. Ouais, mais ou un héros de film, hein, tout simplement. Mmh, alors franchement, en ce moment, je me tape un petit tunnel sur les résistants dans la Seconde Guerre mondiale. Et je vous conseille notamment, il y a une série, sur les résistantes sur, France Inter qui date de 2023, je crois, mais qui est disponible sur Spotify et franchement, je sais pas si, enfin, ce serait mal utilisé parce qu'on n'a pas beaucoup d'enjeux, enfin, les enjeux auxquels, on fait face dans l'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir en termes de gravité par rapport aux enjeux que ces femmes ont affrontés, mais si je donne quelques noms, des femmes comme, Lucie Aubrac, Simone Mathieu, des femmes qui, enfin, je trouve ça fou qu'aujourd'hui on soit encore étonné de voir des femmes entreprendre quand, lorsqu'on regarde l'histoire, on a, enfin des femmes, qui, enfin, ont contribué à faire, bah, chuter quand même, le régime de Vichy et l'Allemagne nazie et donc je me dis genre peut-être pas avoir des femmes comme ça en coach, ça pourrait être pas mal et ça permettrait aussi de rester bien humble par rapport à ce qu'on fait qui est quand même juste monter des entreprises et qui, a priori, ne sauvent pas des vies, même si je pense qu'avec Live, on rend certaines vies un peu mieux quand même, mais ça permettrait de rester humble, ce qui est mon 2e mot préféré, l'humilité, je pense. Quelle est la chanson qui te donne toujours la pêche? Mmh. Hem, j'aime beaucoup le rap français et je pense que du coup, c'est un peu honteux, mais j'aime beaucoup Gravé dans la roche de Sniper. D'accord. Quel est le plat le plus bizarre que tu aies mangé pendant un repas d'affaires? En fait, en général, moi, c'est pas de repas parce que je mange pas de gluten et c'est D'accord. hyper, la grande classique, c'est, tu sais, les repas d'affaires où c'est précommandé à la base et genre juste tu peux rien manger. Moi, c'est de l'air du coup, quoi. D'accord. Mmh. Si Mais tu pouvais j'ai pas d'anecdote et j'ai pas trop, fait de repas d'affaires à l'étranger. Vécu à l'étranger, mais pas en mode repas d'affaires, donc j'ai pas mangé de trucs bizarres, comme, Oui, en les général, voyageurs au long cours racontent. Il y a toujours les anecdotes, du côté, à la tout est de notre continent, il y a souvent des anecdotes. Moi, j'ai pas connu cette vie-là. si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle période aurais-tu aimé entreprendre? Entreprendre spécifiquement? Bah, justement, pour reprendre cette histoire de résistance, je pense que, bah, il y avait une forme de dimension d'entrepreneuriat dans le fait d'organiser une résistance et je pense que là, il y avait pas trop de doute sur la notion de sens, tu vois? À ce moment-là, donc Ouais. probablement Seconde Guerre mondiale. Du coup, est-ce que tu es plutôt lundi matin ou vendredi soir? Franchement, moi, il y a pas de différence. D'accord. Le j'ai Tu me rends le En fait, enfin, je pense l'immense chance que j'ai, c'est pas des paroles en l'air ou autre, c'est vraiment enfin, il y a pas un jour où j'ai pas envie de faire ce que je fais et je pense que ça a toujours été plus ou moins mon étoile du berger, je pense lorsque, enfin, je faisais des stages ou autre, je me rappelle d'un stage que je détestais où j'avais l'angoisse de regarder l'heure parce que le temps passait pas et je me suis toujours dit: «Mais mon Dieu, mais quel enfer! Est-ce que c'est ça, l'âge adulte?» En fait, lutter contre le temps, quoi, que la principale, enfin, qu'on est comme un espèce de sablier, en permanence au-dessus de la tête et je sais pas, pour moi, c'était, enfin, je l'avais, je pense, presque accepté au final parce que je me disais: «Bon, bah, ça doit être comme ça, voilà, c'est la vie, quoi» et je me rappelle la première fois que j'ai bossé dans un environnement justement, plus start-up entrepreneurial, je me rappelle, j'ai fini ma journée et il y avait pas j'avais pas regardé l'heure une seule fois et je me suis dit: «Ah, mais c'est tellement le luxe» et chaque jour, vraiment, je chéris le fait d'avoir cette espèce de flow continuel où je suis content d'être là et surtout enfin, le temps passe, c'est pas que je le vois pas passer parce que dans le fait de pas le voir passer, il y a une notion de fuite parfois aussi, mais c'est plus que je savoure chaque moment et alors évidemment, il y a des moments qui sont un peu plus sexy que d'autres, genre je dis pas qu'à chaque fois je suis en extase sur la compta, mais pour le coup, je sais pourquoi je le fais, donc ça s'inscrit dans une forme de flow continu et
non, j'ai beaucoup de chance là-dessus et j'espère, pouvoir, bah, continuer à travailler pour garder cette chance justement, et c'est beaucoup plus important pour moi, ça typiquement que par exemple, je sais pas, le salaire ou autre, on pourrait multiplier par 2 mon salaire, par 3, par 4 si le dimanche soir je commençais à stresser, à l'idée de démarrer le lundi matin, je dirais non. Je comprends. Dernière question, quelle est la chose la plus étrange que tu aies dans ton bureau? Ah ouais, mais en vrai, je sais pas si je peux le dire parce que c'est la honte, mais j'ai, quand donc il y a une tradition très bizarre dans le cheval, c'est que, lorsque les chevaux meurent, on leur coupe la queue et donc j'ai une queue de cheval, une queue de cheval mort quoi, littéralement, dans mon bureau, alors que je ne mets pas, en exhibition quoi, parce que je suis quand même, consciente du fait que c'est bizarre, mais ouais, c'est une tradition, je sais pas pourquoi on fait ça et j'ai un cheval que j'aimais beaucoup qui est, mort un peu subitement et donc j'ai pas eu le temps de dire quoi que ce soit, et on m'a donné la queue et donc je me suis vraiment retrouvée, genre chez moi avec, cette, queue de cheval en me disant: «Mais que faire quoi?» Et en fait, je l'ai mise sur mon bureau et bon, bah, elle est restée donc heureusement, personne ne vient trop dans ce bureau et parce que je pense que ça pourrait donner des des discussions un peu bizarres. Mais voilà, je pense que personne ne t'a jamais répondu ça, non? Non, c'était la première fois, ouais, ouais. C'est ça, voilà. OK. Si des auditeurs souhaitent venir à ta rencontre, quel est le meilleur canal pour venir vers toi? LinkedIn. OK, super. LinkedIn et il faut pas hésiter à me relancer si je réponds pas, comme tu as pu le constater. Je ne sais Mais rien à ce sujet-là. ouais, mais j'ai, et LinkedIn et éventuellement, s'ils ont besoin de m'écrire et que je réponds pas, normalement sur Instagram, il y a mon mail qui, alors je vais pas trop sur Insta, mais j'ai mis mon mail au cas où quelqu'un un jour, avait vraiment impérieusement besoin de me contacter, OK, il y est. super. Voilà. Écoute Anaïs, merci beaucoup pour ton temps et puis Merci à à très toi. bientôt. Merci.